à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, vous le savez, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Avec Alix Nguyen. Salut Alix. Bonjour Patrice. Bon, allez, le dynamisme, l'énergie aujourd'hui, on est parti. C'est parti pour le sommaire. Vie ma vie de collégien. Oui, Le Mag vous emmène aujourd'hui en Côte d'Or. L'occasion de mettre en lumière ce dispositif intéressant, mis en place par le département. Quel est son ADN, son essence, son objectif, élément de réponse avec notre invité dans un instant. En pleine crise climatique, comment former des collégiens responsables? C'est une des préoccupations en Côte d'Or. Avec quelle vision, quels moyens, quelle pédagogie, quels outils surtout? Là aussi, on répond à toutes ces questions dans un instant. Et puis dans le MAG, il y a une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de l'heure solidaire, une initiative d'habitat et humanisme. Et ils agissent notamment en Côte d'Or auprès des jeunes en difficulté. Dans une dizaine de minutes. On y va. Bonjour Catherine Ouy. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, en charge de la commission jeunesse et vie associative, et vous êtes également maire d'une petite commune, Val-Suzon. Tout à fait. Combien d'âmes? 230. 230 âmes, effectivement. Vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, en charge de la commission jeunesse et vie associative, je le répète. Parce qu'on a pas mal d'invités avec Alix, et quand on a un vice-président ou une vice-présidente en charge de l'éducation, c'est jamais anodin. C'est souvent qu'on a absolument souhaité ce poste. Quelle est votre histoire? Quel est votre rapport à l'éducation? Alors, on a même des gens qui ont dit, c'est ce poste-là, sinon rien. Écoutez, je vais vous donner une réponse complètement différente de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà, je suis élue au conseil départemental depuis 2007. D'accord. Ça fait quand même quelques années. Mais je n'ai pas réclamé ce poste-là. D'accord. Voilà, je suis assez proche de François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or, proche au niveau de la sensibilité, et c'est lui qui me l'a proposé, donc je l'ai accepté naturellement avec beaucoup d'enthousiasme, mais ce n'était pas une demande que j'avais faite auprès de lui. Mais maintenant... C'était pas une demande que vous avez faite, Mais maintenant, je suis ravie naturellement ben d'assurer ces fonctions. J'ai menti, en fait, c'est souvent ce qu'on nous dit. Alors, mais je ne sais ça m'a un peu pas tombé dessus. Qui que ce soit. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que ça m'a un peu tombé dessus. Mais après, bizarrement, je me suis dit que c'était... Mais c'est passionnant. C'était quand même passionnant. Tout à fait. C'est aussi un peu de pression, c'est aussi beaucoup de responsabilité, j'imagine, parce que dans vie associative et jeunesse, bien sûr, on pense à la jeunesse, à l'énergie, le dynamisme. Et j'ai le sport également. Hein. Et le sport, avec de haut cette niveau. dimension. C'est aussi beaucoup de responsabilités, j'imagine. Beaucoup de responsabilités, mais on a la chance, naturellement, d'avoir des services qui sont à nos côtés pour nous accompagner. Et puis, un président de département qui est très investi. Et quand je dis président de département, mais il est également président des départements de France. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est très exigeant et qui a aussi une vision. Non seulement pour son département, mais pour les départements. Alors, c'est quoi la vision, justement, pour son département? Une politique très ambitieuse en matière, notamment en matière d'éducation, puisque je suis là pour en parler, donc en matière d'éducation au bénéfice de nos collégiens côte-d'oriens. 47 établissements d'enseignement publics. Public, je précise. Public, voilà. Et puis 7 collèges privés, donc ça fait 54 collèges pour la Côte d'Or, avec une volonté déterminée de la majorité de conserver l'ensemble des collèges. Voilà, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, si je dis cela, je le dis à propos parce que on sait que, voilà, au niveau démographique, la Bourgogne-Franche-Comté a une démographie qui a tendance quelque peu à diminuer. La Côte d'Or s'en sort bien. Notre démographie reste stable, mais néanmoins, nous avons quand même des collèges qui sont installés en milieu rural. Alors, c'est pas péjoratif de parler de la ruralité. Ça fait partie de notre quotidien. Même des actions dans ce sens, effectivement. Complètement, on va en parler, parce que ce sont un collège public, c'est un service public. Donc, il est important de conserver tous les collèges, où qu'ils soient, pour que les familles se maintiennent là où elles ont décidé de résider. Donc, on fait en sorte de conserver, de maintenir nos 47 collèges publics.
Et est-ce qu'il est un projet à destination des jeunes ruraux, les plus éloignés même, qui vous tient particulièrement à cœur? Alors oui, effectivement, il y a eu un projet qui a été mis en place il y a maintenant 5 ans. Vie ma vie de collégien. C'était un dispositif qui a été mis en place pour sensibiliser nos collégiens du monde rural et de les inciter à rencontrer des collégiens du monde urbain. Voilà. Et Sous quelle forme? alors, sous quelle forme? C'était, on a sensibilisé naturellement les principaux des collèges, les familles également, ce qui n'est pas neutre quand on parle des familles. Parce que quand on demande à un collégien du monde rural d'aller 2 jours à la ville, on va dire cela comme ça, d'aller à Dijon pour découvrir la vie urbaine, pour découvrir les installations culturelles, pour découvrir la mobilité. Ouais. Ça n'a rien de parler, dire je quitte mon collège rural pour aller à Dijon. Quand on habite et qu'on est dans un petit collège en ruralité, on ne connaît pas le tram. On ne prend pas le bus le matin pour aller au collège. Soit on y va à pied, soit c'est un bus qui va vous déposer. Voilà. Donc, il y a eu cette sensibilisation qui a été faite auprès de ces collégiens ruraux pour rencontrer leurs homologues en milieu Et urbain. l'objectif, c'était de leur montrer le champ des possibles. Le champ des possibles. Qu'est-ce qu'un zénith? Et on s'est rendu compte que nous, un zénith, on sait ce que c'est. Ouais. On a déjà fréquenté, mais vous avez des collégiens qui habitent on va dire au plus loin, à 80 km de la métropole dijonnaise, et qui ne sont jamais allés au Zénith à Dijon, qui ne sont jamais allés à l'Opéra à Dijon, qui n'ont pas fréquenté de salles culturelles. Et c'était important pour nous de leur faire découvrir une salle de spectacle. Mais on s'est rendu compte que si le collégien du monde rural ne connaît pas ce type de salle, quelquefois on se rend compte également dans la banlieue de Dijon, que le à quelques kilomètres de là, que le collégien ne connaît en pas proche banlieue. Exactement, en proche banlieue, il n'a pas eu l'occasion de fréquenter alors, ni le Zénith ni l'Opéra. Là, il y a. Donc là, c'est plus un problème d'accès à la culture globale. Alors, exactement. Donc notre volonté, c'était justement d'ouvrir la culture à l'ensemble du territoire côte-d'Orient, avec la possibilité d'assister à un spectacle. S'ils n'avaient pas cette possibilité d'assister à un spectacle, au moins de découvrir la salle. Qu'est-ce qu'une salle de spectacle? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut avoir accès facilement à une salle de spectacle? Donc cela, on a pu permettre à des collégiens de pouvoir découvrir tout cela. Mais alors Catherine, oui, cette mobilité dont vous parlez, elle est essentiellement psychologique? Ça se passe dans la tête? Ça ne se passe pas que dans la tête. Quand on habite à l'extérieur d'une métropole, on a des habitudes de vie. On a également des habitudes par le biais de sa famille, des parents qui ne vont pas obligatoirement travailler sur un grand centre urbain, donc qui restent, alors qu'ils sont agriculteurs. Donc, ils restent sur place. Sur place, avec des longues journées. Avec des longues journées. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'emmener leurs enfants sur Dijon. Quand on parlait du spectacle, c'est la même chose pour le sport. Voilà. Où les grandes compétitions sportives se déroulent-elles? Elles se déroulent sur Dijon. Ouais. Au Palais des Sports, dans un stade de foot, parce qu'on a la chance d'avoir alors si je parle du foot un peu moins, mais on a eu quand même une équipe sportive qui était au plus haut niveau, qui maintenant évolue en national. Mais basket aussi. Et la JDA. La Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc. Je précise pour ceux qui tout à fait. Qui ne connaissent pas, Alix. Oui, et justement, en termes d'activités extrascolaires, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour eux, pour ces jeunes ruraux? Parce que là, on parle du culturel, mais il y a le sport aussi. Voilà, alors le culturel, c'est une chose, et le sport, c'en est une autre. Mais c'est vrai que le sport, on fait en sorte également que nos Côtes-d'Oriens, qui sont un peu plus éloignés géographiquement parlant du sport, et du sport de haut niveau, eh bien, alors, soit on demande aux sportifs
sportive également, parce qu'on a également une équipe, 2 équipes qui évoluent au plus haut niveau. Donc la JDA hand féminine et puis équipe foot féminine qui là évolue en première division. Eh bien, on a également des missions d'intérêt général qui sont conclues avec les clubs de haut niveau pour que les sportifs, c'est pour ça que je dis sportifs, parce que le sport féminin est important. Donc, je voudrais en parler pour qu'ils puissent rencontrer ces jeunes sur leur résidence, aller les rencontrer soit au collège, aller les rencontrer soit lorsqu'ils évoluent le samedi après-midi en tapant dans le ballon. Donc, avec des missions d'intérêt général, on demande au club de sport, d'aller rencontrer ces jeunes Côte-d'Oriens, de participer à un entraînement ou alors d'échanger avec eux en classe, au sein même de leur établissement scolaire, donc au sein du collège, et puis d'avoir des échanges. Alors, si c'est la JDA, vous avez parlé de la JDA, d'avoir des échanges en anglais. Sur la JDA, il y a quand même beaucoup d'anglo-saxons. Beaucoup d'anglo-saxons. Donc, il y a des échanges qui se font en anglais. Ça fait partie des missions d'intérêt général. Mais en termes d'infrastructure Eh bien, alors, les sportifs restent sur Dijon. Et nos jeunes sont au sein de leur établissement scolaire, au sein du collège, avec un écran face à eux et en visio. Et ils peuvent échanger avec les sportifs sur la manière dont ils évoluent. Les sportifs évoluent sur Dijon. Quel est l'intérêt d'évoluer dans un club de haut niveau Voilà. Et c'est pour leur faire pratiquer l'anglais au sein même de Trop tôt pour savoir s'il y a eu un effet JO. Que vous disent les différentes associations sportives On sent déjà que c'était juste une parenthèse enchantée ou il y a déjà un boom au niveau licencié? Alors, il y a eu un boom au niveau licencié. Ça, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec les présidents d'associations. Mais j'espère... Je croise les doigts pour que ça fasse pas pchit. Oui. Voilà. Oui, le boom, naturellement, Géo. En plus, on a eu la chance... au basket, on imagine le ping-pong, enfin le tennis de table avec les frères Lebrun, on imagine. Tout à fait. Et puis, on a eu la chance également, grâce à notre président, François Sauvadet, d'avoir la flamme olympique qui a traversé la Côte d'Or le 12 juillet. Et ça, c'est pas anodin pour vous? Non, c'est pas anodin. Parce que ça a rassemblé des milliers de Côte-d'Oriens. Dans les villages, parce que cette flamme olympique, elle est passée, alors je vais vous citer des villes, des communes. Je vais vous citer Semur-en-Ossois. D'accord. Mais c'est des communes d'après qu'on peut connaître quand on fait un petit peu la route des vins, j'imagine. C'est pour vous inciter à faire un petit peu de tourisme. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Et je vais vous citer le Clos-Vougeot. C'est toute ma belle famille là-bas, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle du Clos-Vougeot, Clos-Vougeot, c'est internationalement connu. Donc la flamme est passée par le Clos-Vougeot. La flamme est passée par Saint-Jean-de-Laune. Elle est passée, alors là, c'est avec le canal, avec l'eau, mais elle a cheminé par d'autres villes, mais elle a terminé à Dijon, avec l'embrasement du Chaudron. Voilà, donc on avait fait en sorte de suffisamment sensibiliser les familles et les jeunes, et on avait associé également nos CDJ, nos conseillers départementaux jeunes, qui étaient également présents lors du passage de la flamme. Flamme olympique le 12 juillet et 26 août, la flamme des Jeux paralympiques. Parce qu'on n'a pas oublié qu'il y avait les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et ça a attiré autant de monde le long du cheminement de la flamme. Même question peut-être concernant justement, vous le précisiez, Catherine Huy, sur les Jeux paralympiques, qui ont été aussi une très belle fête, avec un très beau message bien évidemment derrière. Mais est-ce que là aussi, vous pensez que ça a permis à de nombreux jeunes Français, de nombreux jeunes citoyens de franchir un cap? En même temps, je parle des plus jeunes, mais parfois, ce n'est pas les plus jeunes qu'on doit sensibiliser. C'est ce que j'allais dire. Je crois que les plus jeunes
complètement intégrés. Intégrés, ouais. Voilà. Je me suis tiré de mal dans le pied, là. Oui. Je ne dis rien. Mais c'était bien parce qu'ils étaient accompagnés de leur famille. Ouais. Donc, lors du passage notamment de la flamme paralympique à Châtillon-sur-Seine le 26 août, le conseil départemental avait fait en sorte, naturellement, de sensibiliser toutes les associations sportives qui œuvrent au niveau des Jeux para et du sport para. Donc, on demandait aux familles de s'initier au tir à l'arc, de s'initier au basket, au rugby, rugby fauteuil. Et on a pu se rendre compte que ce n'était pas aisé de jouer au rugby fauteuil parce que effectivement ça demande de l'énergie, des muscles, voilà, une volonté toute particulière pour pouvoir pratiquer ces sports. Et vous les initiez aussi à la création artistique via le parcours starter. Exactement. Vous avez des exemples de projets à nous donner? Alors, on a donc les parcours starter, c'était initié maintenant il y a plusieurs années, mais on a doublé le nombre de dispositifs parcours starter. On est passé de 22 à 40. Voilà. Donc, et en quoi ça consiste exactement? Alors, ce sont des compagnies culturelles qui viennent dans les collèges. Et qui viennent initier les jeunes, alors à différentes disciplines. Ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être le théâtre. Donc ce sont des comédiens qui sont déjà partenaires avec le conseil départemental, parce qu'on a la chance d'avoir un tissu culturel très divers sur le département de la Côte d'Or. Donc on travaille avec ces compagnies et on leur demande de proposer un parcours starter. Donc c'est sur une année, donc où les jeunes vont être initiés. Alors comme je vous ai dit, soit au chant, soit donc ils ont une session par mois, tout à fait, semaine. Voilà. Et à la fin de l'année scolaire, eh bien, ils vont proposer un spectacle. Et on invite naturellement les familles à assister à ce spectacle en présence, naturellement, de la compagnie culturelle qui les aura accompagnés. Et c'est pareil, on les sensibilise à des dispositifs qui ne sont pas portés par l'éducation nationale au sein même du collège, mais en l'occurrence, si c'est le chant, il y aura le professeur de musique qui sera présent, qui sera aussi impliqué dans ce dispositif. Et c'est un dispositif qui fonctionne particulièrement bien, parce que je vous ai dit 40 parcours starter, mais ça ne vous a pas échappé, 47 collèges. Donc ça veut dire que tous les collèges ne vont pas tous pouvoir y participer, parce qu'il y a certains collèges qui ont compris que c'était important d'initier les jeunes aux disciplines artistiques et qui, quelquefois, vont se positionner pour 2 parcours starter. Oui. Mais après, c'est encore une question de budget, on imagine. Il va falloir savoir partager forcément. On a évoqué en filigrane, depuis le début de cette émission, le climat scolaire. On sait que pour qu'il y ait un bon climat scolaire, un climat apaisé, il faut qu'il y ait un environnement de qualité. Ça passe souvent par des rénovations. On imagine des rénovations de bâtiments. Il y a aussi, j'imagine, quand on pense environnement, la cantine scolaire, la restauration. Est-ce que vous avez fait des progrès en ce sens, justement? Alors écoutez, je pense qu'on a bien travaillé sur le sujet de la restauration scolaire, parce que c'est essentiel, la restauration scolaire. On sait pertinemment qu'il y a des jeunes qui mangent le midi au restaurant scolaire, mais pour certains, c'est le seul repas dont ils vont pouvoir bénéficier, repas équilibrés, et quelquefois qui n'auront pas le soir, en rentrant chez eux, la possibilité de manger correctement ou de manger tout simplement. Voilà. Donc une réflexion a été portée avec l'ensemble des élus du conseil départemental de la Côte d'Or il y a maintenant 4 ans et demi. Alors c'est vrai que c'est la période Covid qui nous a sensibilisés à cela, et nous avons décidé de porter le repas qui était, il y a donc 5 ans maintenant, 4 ans et demi, il était à 3,74 €. D'accord. Voilà, pour tous les collégiens. Et on a décidé de le porter à 2 €.
2 € le repas pour tous les collégiens de la Côte d'Or, quels que soient les revenus. D'accord. Tous les collégiens bénéficient d'un repas à 2 €. Donc c'est un effort substantiel. J'imagine, parce qu'un repas, ça revient à combien pour... À peu près 10,70 €. D'accord. Parce que c'est un peu plus de 8 € par élève, quoi. Tout à fait. Et donc le différentiel est naturellement supporté par le conseil départemental. Mais la volonté du département, c'est de pouvoir proposer des repas équilibrés à tous les collégiens, où qu'ils soient. On parlait tout à l'heure des collèges ruraux et des collèges urbains. Ouais. Tous les collégiens ont des repas équilibrés, naturellement répondant aux différentes règles qui s'imposent en matière de restauration scolaire par rapport à la loi Egalim. On répond naturellement à tout cela. Et ce que l'on fait, c'est qu'on a également une attention toute particulière aux produits qui sont proposés dans les plats et dans les assiettes de nos collégiens pour avoir des produits locaux, de proximité. Ça a été compliqué à trouver. Alors, on a dit souvent que sur le papier, ça avait l'air simple. Et en fait, mais c'est complètement ça. C'est ça? C'est ça. Ça a l'air simple sur le papier. Ça a l'air simple. Effectivement, trouver des pommes de terre. Rapidement. On se dit, mais acheter des pommes de terre, tout le monde en a. Je suis en Bourgogne, les gars, on y va. Oui, exactement. En fait, eh ben, c'est pas si évident. Parce que compte tenu du nombre de collégiens et de nombre de cantines à fournir, bah, quelquefois, on est en rupture de produits. Les fraises, par exemple, au printemps, on voudrait proposer des fraises de proximité à tous nos collégiens. Ben, on n'aura pas les quantités suffisantes pour pouvoir... Donc aujourd'hui, quelle est la part de produits locaux durables? Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Et on travaille avec la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos chambres consulaires, et notamment la Chambre d'agriculture, parce qu'il faut travailler de façon intelligente. On propose, mais il faut qu'on puisse également... On veut avoir des produits de qualité à mettre à disposition de nos collégiens, mais il faut qu'on puisse également sensibiliser nos producteurs qui travaillent en Côte d'Or et leur demander qu'ils puissent être à même de pouvoir fournir les restaurations scolaires. Donc on le fait maintenant depuis un certain nombre d'années. Donc cette sensibilisation, elle se fait. Des réunions régulières sont organisées au sein même du conseil départemental avec nos services, les services ad hoc pour apporter les quantités suffisantes, alimenter nos cantines. Et puis également des formations qui sont faites. À la cantine, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour préparer les repas. Donc, il y a également une formation qui est dispensée par le conseil départemental auprès de nos agents de restauration pour qu'ils puissent être en mesure de pouvoir proposer des repas faits maison, faits au collège. Donc, aujourd'hui, je peux vous assurer que nos Côtes-d'Oriens, nos jeunes Côtes-d'Oriens... Je sens que vous avez testé. Ah oui, tout à fait. Catherine, oui, je sens que vous avez testé. J'ai testé, c'est bon. Vous avez testé quelques cantines. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on dise le mot cantine. Oui. Restauration scolaire. C'est plus élégant. La cantoche. Cantine, oui. C'est plus rigolo à dire, la cantine, quand même. Oui, c'est vrai. Oui. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. On y va. Alors Alix, dans un contexte de précarité et d'isolement croissant, tu reviens aujourd'hui sur l'heure solidaire. C'est une initiative de l'association Habitat Humanisme pour venir en aide aux personnes en difficulté, à commencer par la Côte d'Or. Oui, en Côte d'Or, Habitat et Humanisme accompagne près de 250 personnes logées dans 120 logements. Fin octobre, à l'occasion de l'heure solidaire, l'association a initié une collecte. L'objectif, récolter des produits essentiels pour faciliter l'entretien des logements sociaux. Habitat et Humanisme privilégie un accompagnement humain pour ses résidents, majoritairement des personnes isolées, des familles monoparentales, des seniors aux ressources fragiles et des jeunes en difficulté. Joseph Lisbonis, responsable des relations publiques et médias chez Habitat Humanisme, nous en dit plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la précarité des jeunes atteint des niveaux terribles. 50% des pauvres ont moins de 30 ans et un quart d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Cette situation alarmante amène à des arbitrages terribles, comme devoir choisir entre un logement décent ou une alimentation de qualité. Face à ce constat, des associations, comme Habitat Humanisme, se mobilisent. Nous pensons qu'un logement décent, adapté aux besoins et des ressources de chacun, est la première pierre à la réinsertion. Par ailleurs, nos équipes, 6 000 bénévoles et des centaines de travailleurs sociaux œuvrent en faveur de la réinsertion par
l'accompagnement des démarches administratives, la recherche d'un emploi ou d'une formation, l'accès à la culture ou aux loisirs. Aujourd'hui, nous identifions 2 leviers principaux pour aider. D'abord, augmenter les subventions en faveur des publics jeunes dans les logements sociaux, y compris collectifs, comme les habitats intergénérationnels ou les foyers de jeunes travailleurs. Et enfin, travailler avec les élus et les préfets à l'acceptabilité des logements sociaux, notamment en déconstruisant les a priori qui les entourent. Et en Côte d'Or, plus exactement, grâce à ce soutien, les résidents bénéficient de loyers adaptés, mais aussi d'une présence quotidienne pour les aider à entretenir leur logement et à rompre l'isolement. Cette proximité, il l'a dit, leur permet même d'initier des logements intergénérationnels où les voisins se rendent mutuellement service. En plus des collectes, Habitat et Humanisme recherchent continuellement des bénévoles prêts à s'investir dans ces actions du quotidien. Catherine Louis, vous l'avez dit, le département œuvre pour aider les jeunes les plus précaires, notamment via des tarifs à la cantine. Est-ce qu'il y a d'autres actions phares dont vous pouvez nous parler ? Alors, au niveau de la solidarité, alors sachant que c'est pas véritablement mon domaine, hein, moi je suis plutôt orientée sur donc l'éducation et le sport, mais effectivement le conseil départemental, quand on parle solidarité, c'est véritablement son bras armé, hein, c'est sa première compétence, c'est la moitié du budget qui est attribué. Aujourd'hui, c'est même plus la moitié du budget. On était à 47% du budget il y a quelques, on va dire encore 5-6 ans. Maintenant, on est à 54% du budget du département qui est alloué à la solidarité. Tout cela pour vous dire qu'on a une attention toute particulière qui est portée pour donc les personnes, les familles les plus faibles, et on fait en sorte de les accompagner le mieux possible dans les situations dans lesquelles elles peuvent se trouver, et notamment les situations les plus précaires. Si vous aviez le Premier ministre aujourd'hui en face de vous, Catherine Louis, ou même pourquoi pas le Président de la République, vous aimeriez lui demander quoi ? Peut-être avec votre casquette de mairesse de Valsuzon. Tout à fait. Je dis ça parce qu'on s'approche du congrès de l'AMF. Oui, exactement. Mais écoutez, moi, je pense que si j'avais le président de la République devant moi, je lui dirais que les élus de la République sont des élus responsables et qui ont toujours travaillé de façon attentive pour le bien-être du citoyen, hein, de chaque citoyen. Quand vous parlez de responsable, c'est sur le plan, pensez au plan budgétaire ? Eh bien, écoutez... J'essaie de traduire. Mais c'est tout à fait cela. C'est ça. Bien sûr. Responsabilité, puisqu'on doit voter. Et vous n'avez pas le droit de... on n'avez pas le droit de dépasser, vous. Non. Ouais. Sinon, on est mis sous tutelle. Donc, c'est une grosse responsabilité qui nous incombe, mais on l'assume pleinement et on le fait chaque année. Et effectivement, j'aurais tendance, de façon... appuyé, je me permettrai de dire au chef de l'État que l'État doit s'imposer ce qu'il nous impose. On va essayer d'organiser une petite rencontre. La porte de Versailles, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre franchise et votre amitié d'être venu, effectivement, nous avoir fait l'amitié d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV, le MAG. Je reprends mes esprits, Catherine Louis, vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, en charge de la commission jeunesse et vie associative, également maire, vous l'aurez compris, de Valsuzon. Les 230 âmes. Valsuzonaises ? Non, bretonne. On les embrasse. Allez, excellente journée, Alix. On se retrouve demain. Ciao, ciao.